Bonjour, je suis Sylvie Vercher, mythologue, autrice, conférencière, praticienne en psychosynthèse, et je suis venue dans cette capsule vous parler de la psychologie archétypale, c'est-à-dire de James Hillman. Alors James Hillman est un Jungien, ce qu'on appelle un Jungien. Il a travaillé et collaboré longtemps avec Jung. Il a été directeur du centre de Zurich. Et, mais il ne s'est pas contenté de rabâcher, d'annoncer, de répéter tout ce qu'a pu dire le maître. Il a exploré, il a osé aller plus loin et il a donc mis, comment dire, mis en place, en tout cas, avancé des idées sur ce qu'il a appelé la psychologie archétypale. Et on va essayer rapidement de comprendre en quoi ça consiste. Alors, pour essayer d'expliquer clairement la vision proposée par James Hillman, j'ai utilisé le dessin de l'œuf de Roberto Guazzagioli, de la psychosynthèse. Pour avoir le détail, vous pouvez vous référer à la petite capsule que j'ai faite sur la psychosynthèse. Et donc, sur ce dessin, nous avons en haut un soleil qui, pour Guazzaggioli, représente le soi, qui est en quelque sorte, autant pour Assad Jolie que pour Jung, un, un archétype régulateur, ordinateur, une espèce d'architecte qui tente de restaurer l'équilibre quand il n'est plus là. Et c'est vrai que ce sont des formes que l'on voit apparaître dans les rêves quand la personne est en période de grande confusion, hein, donc avec cette notion du chiffre 4 et de la roue, cette notion de mandala, euh, qui permet à la psyché de s'ordonner, de s'organiser pour sortir d'un chaos et de conflits qui sont en général très, très douloureux. Et donc voilà, dans la pensée habituelle, c'est l'archétype principal, hein. On est dans une notion très monothéiste. Iman amène une autre dimension, c'est-à-dire qu'il considère que cet archétype-là, il existe, mais il n'est pas plus important que les autres. Alors les autres archétypes, hein, je vous rappelle, ce sont des moules qui vont pouvoir être symbolisés, incarnés et pensés, imaginés dans différentes formes. Et donc il y en a tout un tas, la mère, le magicien, la magicienne, l'enfant, le sauveur, le héros, etc. Et donc Hillman considère que tous ces archétypes ne sont pas moins importants que celui-ci, qui est le grand organisateur, et qu'en fait, suivant le contexte dans lequel nous vivons, suivant l'héritage inconscient que nous avons, suivant tout ce qui se passe autour de nous, ça peut être un autre archétype qui va se consteller. Alors, se consteller, ça veut dire que des énergies de même nature, qui sont en marche, puisque tout ça c'est vivant, vont venir grossir et donner de l'importance à l'archétype en question, un petit peu comme des aimants vont s'attirer, hein, des choses de même nature vont s'attirer. Ce qui voudrait dire que un autre archétype que celui du grand architecte, hein, peut très bien se consteller et devenir l'archétype le plus important de votre psyché. Et ici, c'est intéressant pour nous parce que ça fait référence à la grande phrase de Jung qui, à la fin de sa vie, posait la question, mais quel est ton mythe? Quel est le mythe de ma vie? Quelle est l'histoire mythique qui correspond à ce que j'incarne? Donc, question que nous avons à nous poser. Et si on le voit sous l'angle de Hillman, c'est tout à fait compréhensible. Dans son regard sur les archétypes, Hillman va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il nous explique que l'archétype, qui est donc l'équivalent d'un dieu de l'Antiquité, hein, dans le monde païen, possède sa face positive, lumineuse, forte, idéale, un petit peu comme nous les voyons tous, mais il possède aussi une ombre. Et lui, il appelle ça la pathologie de l'archétype, son infirmité, et ça peut être facile à comprendre quand on regarde la mythologie. On voit bien que ces dieux, ils font pas que des trucs sympas, ils font aussi des trucs des fois un peu chelous, voire des fois ils sont vraiment totalement cruels. Donc pour tenter de vous expliquer, j'ai choisi deux images. Donc nous avons Zeus. Alors Zeus, pour moi, c'est quand même l'image majeure de la compréhension de la pathologie de l'archétype. Zeus qui est ce dieu, ce roi des dieux, il est le dieu au-dessus des dieux, donc il a tous les pouvoirs, il a une force extraordinaire, c'est lui qui décide et c'est lui qui gouverne, donc ça c'est sa face positive de roi en place. Par contre, il a tellement poussé à l'extrême sa puissance qu'il va basculer dans l'abus. C'est-à-dire que Zeus, qu'est-ce qu'il fait? Il viole toutes les filles, il entourloupe tout le monde,
Enfin, il fait vraiment tout un tas de choses peu sympathiques. Et donc ça, c'est son ombre, c'est sa pathologie, c'est son infirmité d'être ce Dieu qui viole et qui prend possession des êtres et qui les manipule à loisir. Autre cas de figure, nous avons la statue d'Aphrodite avec son fils Eros. Pour des fois, c'est son mari, mais ici, c'est son fils. Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Donc nous avons l'image de cette déesse qui sort de la mer sur son coquillage, très belle, magnifique. Elle est sans tache, hein, en quelque sorte. Cependant, il y a dans certains mythes, hein, et dans la vie, nous savons très bien que l'amour, c'est pas toujours que des belles choses, c'est aussi des fois très difficile et très douloureux à vivre. Donc cette Aphrodite, il lui arrive dans un mythe en particulier, Psyché et Rose, à devenir une véritable sorcière. Elle est méchante, elle jette un sort sur les hommes et sur les femmes, elle fait souffrir Psyché. Donc on voit bien que ce côté lumineux, flamboyant, merveilleux d'Aphrodite, il a aussi une ombre qui fait partie d'elle, une infirmité, une pathologie, une maladie, qui est que quand ça fonctionne pas comme ça devrait, et le mythe nous dit bien qu'elle ne peut plus jouer son rôle dans le théâtre de l'Olympe, elle va être en colère et elle va générer des souffrances. Et donc ces deux choses sont là, et ces deux choses sont dans l'archétype, et donc nous les vivons. C'est un peu comme si l'archétype vivait à travers nous. Donc, suivant l'archétype qui va se consteller dans notre vie, qu'est-ce que nous allons devoir affronter de beau, de magnifique, de lumineux, mais aussi de pathologie et d'infirmité de l'archétype. Alors, nous avons l'habitude de parler de cet archétype grand organisateur qui parfois est appelé le soi, donc sous une forme masculine. Hillman a une autre conception, il a une autre approche, il nous parle plutôt d'une déesse, c'est-à-dire une énergie féminine liée à la déesse Ananké, qui chez les latins s'appelle Necessitas, qui est donc la nécessité de l'équilibre, de retrouver l'équilibre, c'est-à-dire une certaine forme de justice, justice naturelle, justice du cosmos. C'est pour ça que Ananké est souvent avec la déesse Némésis, qui est la grande justice. Elle est souvent représentée avec des plateaux de balance aux oreilles. Et donc les deux sont des déesses qui, face à ces archétypes qui sont aussi en mouvance et qui vont être modifiés suivant le contexte, hein, suivant de quelle manière ils vont être constellés, qui vont aspirer, demander et imposer qu'un équilibre soit remis en place. C'est une nécessité naturelle et cosmique. Et pour nous, ça représente quelque chose d'énorme parce qu'en fonction de l'archétype qui va être constellé, la nécessité va être de manger, de digérer, de le vivre, de manière à le digérer et le guérir pour que ça retrouve un équilibre au sein du cosmos. Donc ce passage de nécessité est toujours douloureux, hein. Il y a toujours une notion dans les études d'Illmann, il explique bien que l'origine de ces mots ananké, par exemple, qui est lié à un resserrement, à une étroitesse, à un passage par quelque chose de petit, et lorsqu'on est dans des périodes très compliquées, très douloureuses de notre vie, on a vraiment cette sensation d'être enserré dans quelque chose. C'est vraiment passé dans un boyau de digestion. Donc pour Hillman, ça sert à rien de refuser de faire ça, parce que ça, c'est un peu comme une notion de destin, mais en sachant que dans ce destin, tout est possible, tout est imaginable, puisqu'on est responsable, on est acteur de ce qui est en train de se passer. Et donc ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses au niveau de la responsabilité que nous avons au sein des énergies cosmiques, et aussi sur le parcours de notre vie, et aussi dans la lignée du transgénérationnel. Donc ici, le grand juge, c'est pas un dieu tout barbu en haut dans le ciel, c'est une déesse, Ananké, avec sa copine Némésis, qui vont exiger ici que les passages soient faits. Et on sait aussi que quand des déesses comme Aphrodite sont très en colère et que Psyché doit faire ses corvées, c'est une nécessité de manière à retrouver par exemple le lien de relation amoureuse telle qu'elle est attendue sur le plan psychique, archétypal
et donc humain. Voilà, c'est très très court, c'est très résumé, mais j'espère que vous avez compris que pour Hillman, il ne s'agit pas de se contenter de prier, il s'agit de vivre les choses de toute notre âme et de tout notre corps, de s'impliquer, de digérer. Et on peut voir dans les rêves cette notion de tu dois le vivre, tu dois le manger, etc. Ça apparaît assez régulièrement. Et donc, ça apporte une autre notion, une autre dimension au parcours et au chemin psychique que nous devons faire tout au long de notre vie. Donc, je ne vous cache pas que je suis très, très adepte des thèses d'Hillman, parce qu'il m'a vraiment ouvert grandement toutes les portes de la mythologie, de savoir comment les lire et comment les intégrer, comment tenter de les intégrer dans la vie, c'est-à-dire quel est mon mythe et qu'est-ce que j'en fais. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires mythologiques.